Ma chérie joue au théâtre ce soir, les royalistes ont payé pour la faire siffler. Et on peut aussi payer pour faire siffler? Bien sûr, on peut payer pour tout, c'est ça le progrès. La maîtresse de Lousteau était une petite actrice bien connue sur le boulevard. Et ce soir-là devait avoir lieu la première de sa nouvelle pièce. Lucien allait vivre sa deuxième grande soirée parisienne. Tous les jours, des milliers de fauteuils étaient à vendre le long de ce que l'on avait baptisé le boulevard du crime. Ces crimes étaient en fait ceux commis sur scène dans les pièces de théâtre que l'on jouait dans une dizaine de salles serrées les unes à côté des autres, entre deux spectacles de rue. Le théâtre était devenu le divertissement le plus populaire et le plus rentable. Théâtre des funambules, théâtre Renaissance, théâtre des variétés, des Jazets, de Madame Sacchi, des Italiens, de l'ambigu comique ou théâtre de la gaieté, la concurrence était féroce entre les directeurs de salles et leurs méthodes impitoyables. Il était courant que l'on fasse siffler le spectacle du théâtre voisin le soir de la première. Ça va, non? Pour lancer une nouvelle pièce, il fallait donc se protéger en achetant la critique. C'était l'usage, on n'avait pas le choix, question de survie. Alors, les jeunes journalistes comme Lousteau faisaient la loi dans les théâtres. Et tous les chantages étaient possibles. Le boulevard était devenu leur territoire, leur terrain de chasse, où ils pouvaient, oui, ratisser dans tous les coins. Saint-Gali a fait venir les siffleurs italiens. Ils sont en train de s'installer dans la salle, ça va être un carnage. Et il est où Saint-Gali? Si seulement je savais. Pour se protéger, les directeurs de salles devaient d'abord souscrire des centaines d'abonnements à ces journaux, et ensuite offrir des loges gratuites à ces critiques qui pouvaient les sous-louer de leur côté. Et empocher l'argent. Pour compenser ce manque à gagner dans leurs recettes, les patrons de salle avaient cherché de nouvelles sources de profit, comme la vente de confiseries aux spectateurs. Mais t'étais où? Il paraît que ça va suffire ce soir, ils sont tous en panique. Fleury m'a dit que c'est Matifa qui devait payer, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais je te préviens, si ça siffle ce soir, on est mort. Un soir de première, on s'en remettra jamais. Ça sifflera pas, il est où Saint-Gali, tu l'as vu? Bah dans la salle, qu'est-ce que tu crois? Il prépare son coup. Car le plus important, c'était de payer la claque, c'est-à-dire les applaudissements ou les sifflets que l'on achetait à des spécialistes. Le plus connu de ces siffleurs professionnels s'appelait Saint-Gali. Il avait descendu des centaines de pièces, humilié des dizaines d'actrices et d'auteurs. Tout le monde avait peur de lui dans les théâtres. Et ils avaient bien raison. Vous vouliez détruire le spectacle d'un concurrent, payez Saint-Gali. Vous vouliez au contraire un triomphe, payez Saint-Gali. Et il s'occupait de tout. Il avait monté sa petite affaire où il entraînait ses équipes avant les spectacles auxquels il devait s'attaquer. Des hommes et des femmes qui se mélangeaient discrètement aux spectateurs. Impossible de les repérer avant la catastrophe. On pouvait tout acheter à la carte. Applaudissements, applaudissements légers, applaudissements debout avec des bravos, rire, rire aux éclats, ou au contraire sifflets, huées, broncas, éventuellement jets de tomates ou de légumes pourris. Il n'y avait qu'à payer. Pièce médiocre ou chef-d'œuvre, aucune différence pour Saint-Gali. L'important, c'était de faire tourner sa boutique en encaissant toujours plus. Il avait réussi à faire la loi sur le boulevard. Tous les gens du spectacle étaient à sa merci et il les faisait tous passer à la caisse, d'une manière ou d'une autre. Tiens, viens voir. C'est le petit chauve, en train de préparer son coup, ce salopard. Ça va siffler ou pas? Les comédiennes, elles aussi, devaient acheter des applaudissements et surtout empêcher les sifflets payés par leurs rivales. Allez, on s'en occupe, vous inquiétez pas, vous allez être merveilleuse. Forcément démunies, elles devaient donc se trouver un riche protecteur pour payer ce qu'on appelait leurs frais de réputation. La plupart du temps, c'était un gros commerçant du textile ou de l'industrie des cosmétiques, alors en pleine explosion. Les filles les plus chanceuses devenaient même égéries d'une marque de produits de beauté. Ces marques qui achetaient des encarts publicitaires dans les journaux, dont on rétribuait ainsi la bienveillance critique et des dizaines d'articles complaisants sur ces mêmes égéries. Ces annonces publicitaires apportaient tellement d'argent aux journaux que ces industriels et commerçants allaient devenir en sous-main les vrais patrons de la presse moderne. Et les politiques l'avaient bien compris. Ces politiques étaient prêts à tous les arrangements avec ces barons de l'industrie pour éviter d'être attaqués dans leurs journaux. Tout ce petit monde grenouillait dans la même flaque d'intérêts et de compromissions. Mais encore au-dessus d'eux, tout là-haut, au sommet de la pyramide, il y avait la finance et les oligarques, les Laffitte, les Rothschild, les Nucingen et toutes leurs intrigues à la bourse. Dans les coulisses du spectacle, ce sont eux qui tiraient les ficelles de toutes ces marionnettes. La nouvelle aristocratie était celle de l'argent, et on n'était pas prêt de lui couper la tête. Un jour ou l'autre, allait savoir, un banquier entrerait au gouvernement.